Mieux connaître les coraux. Et puis huilateye. Comme à l'accoutumée. Nana wa yao Somos de nouveau de sortir. taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission de toutes les cultures battant le pavillon des Outre-mer. Il faut toujours savoir d'où l'on parle pour éviter d'être auto-centré. Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique et ceux qui la peuplaient, ou bien ce sont ceux qui peuplaient cette terre qui ont découvert Christophe Colomb? Et certains diront pour leur plus grand malheur. Car avant que l'on ne parle d'exploration, puis de colonisation et d'accaparement des terres, il existait des peuples avec une culture forte et affirmée, des règles, des traditions, une histoire, des peuples Yawana, Palikour, Arawak et bien d'autres. Pour certains disparus et pour d'autres bien vivants et bien ancrés dans ce monde. Autour de l'Amazonie, ce sont aujourd'hui 9 pays qui bordent le fleuve et cette vaste région faite entre autres d'immensité verte. Et ceux qui étaient là en premier, on les appelle, pour aller plus vite, les peuples autochtones. Nous utiliserons aussi un peu à contre-cœur cette appellation pour ce numéro de l'Oreille Hardie et pour une exposition consacrée à Paris à la créativité d'hier, d'aujourd'hui et de demain de ces différents peuples amazoniens. Amazonia, création et futur autochtone, c'est le nom de cette expo, à voir jusqu'en janvier au musée du Quai Branly. Et au creux de notre oreille, cette semaine, ces deux commissaires, Denilson Baniwa, et pour ouvrir la discussion, Leandro Varison. Leandro Varison, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des commissaires de cette exposition amazonien qui est présentée ici au musée du Quai Branly. L'idée est de montrer tout ce que artistiquement les peuples autochtones peuvent produire, à la fois en termes de tradition, mais surtout, et ça on va en parler, en termes de futur. Et puis de présent aussi, c'est montrer qu'aujourd'hui, ils peuvent s'inscrire dans l'art contemporain de façon assez éclatante et que ce ne sont pas des peuples figés. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de cette exposition. Je pense que l'un des objectifs de l'exposition, c'est justement de montrer les communautés autochtones, les peuples autochtones comme des peuples contemporains à nous. Parce que nous avons une tendance, comme vous l'avez dit, de penser que ces peuples sont figés dans la tradition, non? Qu'ils sont figés dans une sorte de présents immuables. Et nous avons au contraire voulu à la fois inscrire ces peuples et leur culture dans l'histoire pour montrer que ces peuples partagent une histoire et aussi insister sur la contemporanéité de ces cultures. Ce n'est pas parce qu'ils sont différents de nous, ce n'est pas parce qu'ils ont fait un autre choix de civilisation qu'ils ne sont pas contemporains. Alors quand on parle d'Amazonie, on parle c'était vraiment la frontière de plusieurs pays. Plusieurs peuples dits autochtones, mais chacun a aussi sa spécificité. Oui, bien sûr. Je pense qu'autochtone, c'est un mot qu'on utilise un peu à contre-cœur parce que finalement, c'est un mot qui ne veut rien dire. Je pense que la seule définition qu'ils partagent d'autochtonie, disons comme ça, c'est le fait qu'ils ont subi une colonisation violente et plutôt ils ont résisté à cette colonisation. Finalement, les autochtones sont des peuples qui ont su résister à une colonisation violente et garder leur identité, la tradition et la culture. Mais en effet, l'Amazonie a été divisée, disons comme ça, par la frontière de 9 pays, dont la France. On a tendance à oublier que la plus grande frontière de la France est avec le Brésil. On a tendance à travers la Guyane. À travers la Guyane française, justement. On a tendance à oublier que la Guyane est le territoire le plus biodivers de l'Union européenne. On a tendance à oublier qu'il existe 6 peuples autochtones en Guyane française et qui sont des peuples contemporains qui y vivent, qui envoient leurs jeunes à étudier en métropole et qui sont un peu partout. On va citer le nom de ces peuples parce qu'il faut aussi leur rendre leur nom et leur identité. Et vous participez à l'idée de le faire. Oui, tout à fait. Ici, dans cette exposition, par exemple, nous avons à la fois des objets Wayana à Palai, nous avons des objets Teko, nous avons des objets Wayampi, Kalinia et Palikour aussi. Vous parliez de la colonisation, parce que c'est aussi malheureusement ça qui les lie aujourd'hui, et vous ne faites pas l'impasse sur cette rencontre violente et douloureuse née du passé. Est-ce que quand on est commissaire comme ça d'une exposition, comme dans un musée comme le musée du Quai Branly, il y a une forme aussi de contrition, un petit peu à l'idée il faut mettre ces peuples en avant parce que effectivement, on a malheureusement contribué dans le passé très lointain, à faire
failli faire disparaître cette culture. Est-ce qu'on a une responsabilité en Occident ? Oui, je pense que nous avons une responsabilité, non? Les musées, on essaie de montrer la diversité culturelle du monde, mais nous avons aussi hérité d'un passé colonial, non? Beaucoup de ces collections que nous préservons dans les musées ont été constituées dans un contexte colonial. Et même si les musées ils n'ont pas pris partie directement à l'entreprise coloniale, les collections qu'on préserve aujourd'hui, comme je disais, ont été faites dans ce contexte pour la plupart. Et aussi, les musées, pendant des décennies, ils ont montré une vision un peu figée des cultures. Non? On faisait des vitrines qui étaient censées être l'âme d'une culture. Ici, au contraire, nous voulons justement décomplexifier davantage cette histoire, nous montrer que même à l'intérieur d'une culture, il y a de la diversité. Mais nous avons aussi voulu, quand on dit qu'on veut présenter l'Amazonie d'un point de vue autochtone, ce n'est pas pour nous remplacer à la parole autochtone, mais c'est plutôt pour essayer de donner la parole aux autochtones. À la fois des autochtones qui sont des chercheurs, universitaires ou pas universitaires, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître aussi une expertise du savoir autochtone, mais aussi et surtout grâce à des artistes contemporains qui sont en train de montrer leurs travaux et de parler avec le monde, à la fois le monde local, mais aussi le monde global, grâce à ce langage qui, lui, est universel, qui c'est l'art. Et j'allais y venir, aujourd'hui on a un vrai partenariat et on parle plus de prêts. Alors il y a le fond, évidemment, une partie de ce qui appartient au musée du Quai Branly, mais il y a eu beaucoup de prêts aussi, d'objets de la part directement aussi des peuples autochtones pour pouvoir être montrés dans cette optique que vous venez de décrire. Oui, tout à fait. Nous avons eu la chance d'avoir des prêts assez exceptionnels, notamment pour ce qui concerne les pièces archéologiques et les pièces provenant des peuples en situation d'isolement du musée d'archéologie et d'ethnologie de l'Université de São Paulo. Allez, on est juste à côté, on va même s'avancer un petit peu et puis voilà, essayer de comprendre comment l'importance de ces objets-là en particulier, issus de ces peuples isolés dont vous allez nous parler. Oui, je pense que c'est très important parce qu'en Amazonie, il y a plusieurs peuples en situation d'isolement. Il y a plusieurs signalements, il y a des centaines de signalements de ces peuples dont il est très difficile de prouver qu'ils existent sans avoir un contact. Parce que les contacts avec ces peuples peuvent être très dangereux parce qu'ils sont très susceptibles à des maladies contre lesquelles notre système immunitaire a eu des générations à se préparer. Pour eux, un rhume peut être une catastrophe en cas de contact. Et ici, nous montrons des objets qui sont très simples, qui peuvent paraître très simples, mais qui sont des témoins très, très importants de l'existence de ces peuples. Celui-ci, par exemple, c'est probablement un mortier fait en écorce d'arbre pour la production des vins. Des vins faits en provenance faits avec l'utilisation de fruits. Mais ici, nous avons aussi d'autres formes d'objets. Ici, devant nous, nous avons ces pics qui sont plantés dans les sols. Ce sont des pics faits en bois, taillés dans les bois, qui est un peuple que nous ne connaissons pas grand-chose sur ce peuple, qu'on les appelle Massako, du nom d'une rivière qui traverse les territoires. Les Massako, ils plantent ces pics autour de leur territoire pour essayer de protéger son territoire contre des invasions. Et pour moi, c'est une vraie déclaration politique, c'est-à-dire notre monde est ici et vous ne faites pas partie de notre monde, vous ne faites pas partie de notre projet de futur. Voilà, parce que vous parliez d'isolement, c'est de l'isolement volontaire. Il faut vraiment rajouter ce mot, c'est que vraiment ils ne veulent aucun contact pour pouvoir se préserver. J'aimerais vraiment que nous emmeniez voir peut-être un ou deux éléments qui vous semblent à vous vraiment caractéristique de cette exposition. Et là, on se dirige là, je décris pour les auditeurs un mur, voilà, produit par un artiste. Vous allez nous donner le nom et nous donner sa caractéristique. Et puis, je trouve, moi, vraiment représentatif de ce que peut être de l'art contemporain, ou plutôt de l'art autochtone, vraiment complètement inscrit dans l'art contemporain. Et ça, c'est important de le montrer. Tout à fait. Ici, devant nous, nous avons une œuvre d'un artiste qui s'appelle Jaide Esbel, qui aujourd'hui est dans les collections du Centre Pompidou, qui nous a prêté généreusement cette œuvre pour l'exposition ici. En gros, nous avons devant nous un livre présenté sur un capot, et derrière ce livre, nous avons tout un mur recouvert de reproductions des pages de ce livre. En quoi consiste cette œuvre? Jaide Esbel, une fois, il a trouvé dans une librairie d'occasion une encyclopédie universelle d'histoire de l'art. Et en feuilletant ce livre pour découvrir quel était ce l'art universel, il s'est rendu compte que l'art universel était l'art européen. Basiquement, cet regard non toujours eurocentré, qu'on se pense le centre du monde. Et là, en feuilletant ce livre, j'ai commencé à réfléchir. Où est notre place là-dedans? Comment pouvons-nous nous approprier de ce langage non universel qu'est l'art
pour nous présenter et nous auto-représenter. Comment nous pouvons dialoguer avec cet art universel? Et là, Jade a fait des interventions sur chaque page de ce livre pour vraiment donner à voir sa démarche, pour interroger aussi cet art, pour interroger les Blancs, pour interroger la colonisation et la mémoire de cette colonisation et les effets de cette colonisation encore aujourd'hui en Amazonie. Et aussi pour donner des bribes, des entrées dans ce monde extrêmement riche des cultures autochtones. Alors moi je vous propose de nous déplacer vers peut-être une autre section et que vous nous parliez d'un objet, peut-être deux, qui vous semble encore une fois important. Et pendant que nous déambulons, juste cette question, qu'est-ce qui lie l'art et la culture de ces différents peuples? Parce que on parle de peuples autochtones, mais chaque peuple a son identité. Qu'est-ce qui les lie entre eux, selon vous, enfin à votre appréciation? C'est une question un peu dangereuse, je pense, parce qu'à la fois, ils partagent beaucoup de choses et à la fois, il y a beaucoup de choses qui les distinguent, non? Je pense que dire les peuples autochtones d'Amazonie, c'est un peu comme dire les Européens, non? Et Ça n'a pas de sens. C'est des modèles qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Norvégien et un Sicilien. Ouais. Donc, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses en commun, mais jusqu'où va cet exercice de comparaison? Je pense que surtout nous avons voulu insister sur une chose en commun, je pense, qui relie les peuples, qui sont cette idée des mondes d'abondance, non? Cette notion de que dans les projets de société qu'ils ont choisi de faire, et là j'insiste sur le mot choix, ce n'est pas une coïncidence, c'est d'entretenir ces rapports positifs avec l'environnement qui les entoure. C'est-à-dire, les autochtones, quand on regarde par exemple les cartes de déforestation en Amazonie, on voit des îles vertes. Et ces îles sont les territoires autochtones. Pourquoi ces peuples-là ont choisi de ne pas déforester? Pourquoi ils ont choisi de ne pas rentrer dans cette démarche dans laquelle nous, notre société est inscrite, de productivité à tout prix, non? Nous voulons toujours développer, nous avons toujours développé de nouvelles technologies, alors qu'on oublie qu'il y a une technologie essentielle, que c'est la production d'aliments, la production des plantes. Et pour cela, les mondes autochtones sont des mondes hautement technologiques. Cette idée d'une abondance des plantes, d'une abondance d'espèces au sein d'une même espèce de plantes, et cette idée, cette pratique qui existe en Amazonie depuis des millénaires, qui consiste à savoir exploiter la forêt, à savoir gérer les paysages d'une façon respectueuse de l'environnement, mais aussi une action humaine qui finit, comme la science nous montre aujourd'hui, à même enrichir la biodiversité locale. Et je pense que ça, c'est un élément très important, au moins pour nous, que nous voulu mettre en exergue, justement, comme une pratique, une constante, disons, que je trouve un peu partout en Amazonie. Alors, je vous suis. Vous allez nous dire où vous voulez vous arrêter. On a 4 sections, je crois que c'est 4, qui racontent chacune quelque chose, dont la dernière que nous venons de quitter, qui raconte effectivement tout cet aspect futur, enfin présent et futur artistique de ces peuples. Maintenant, vous nous emmenez dans quelle section pour nous donner envie de venir voir cette exposition je serais tenté de dire choisissez bien. C'est dur de choisir. Oui, c'est extrêmement dur et je vous avoue, je pose une question au commissaire de l'exposition qui les a conçus. Je pense qu'il aime tous ses bébés, mais pour le coup, voilà, je vous laisse le libre choix parce que je serai incapable de le faire. Nous sommes dans une section de l'Amazonie où nous évoquons la fabrication des corps, non? Et ici, nous avons devant nous toute une série de photos qui ont été faites par un photographe qui s'appelle Yanomaki, qui montre des scènes d'un rituel Kwarupi de son peuple, les Wailapiche, qui vivent dans les Xingu. Et ici, Yann nous montre des photos qu'on pouvait penser au premier abord que ce sont des photos qui se ressemblent à tout aux photos prises par des ethnographes, des explorateurs, et qui pendant des siècles, pas pendant des siècles, mais pendant des décennies, c'était notre seule source de connaissances sur ces peuples, non? Mais là, Yann, il va en quelque sorte invertir les regards pour montrer son peuple, ses pratiques, non pas d'un point de vue externe de quelqu'un qui vient étudier, donc qui vient poser son regard sur son objet d'étude, mais plutôt de quelqu'un qui vit sa culture dans la vie quotidienne et de montrer aussi peut-être un autre regard, une autre façon de vivre cette culture. Et dans cette photo, nous avons toute une série de graphismes corporels masculin, féminin, pour les enfants, pour les âgés. Et nous avons en face de nous une vitrine qui dialogue avec ces œuvres et qui montre justement ces graphismes qui sont faits bien évidemment pour la beauté. Les autochtones, comme nous, ils aiment être beaux, qui n'aiment pas être beaux, mais cette beauté va bien au-delà du simple côté esthétique. Ces graphismes, ces peintures corporelles n'ont pas seulement les rôles esthétiques, mais c'est aussi une sorte d'abord de communication. On montre
un état, on fait presque une déclaration, notre corps devient une déclaration d'un moment de notre vie, mais ils ont aussi des rôles, par exemple des rôles thérapeutiques. Les graphismes contribuent à construire le corps, à inscrire dans ces corps certaines qualités proprement humaines. Non? Dans cette vitrine, nous voyons par exemple un ensemble de scarificateurs qui sont utilisés sur le corps pour construire le corps. Nous voyons des instruments utilisés comme les rouleaux, les pinceaux qui sont faits pour déployer ce corps, ces peintures sur le corps humain. Merci beaucoup, ça te donne un petit aperçu et on aura l'occasion de revenir parce que cette exposition va durer jusqu'au 18 janvier au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et avant de nous quitter, Leandro, je voudrais vous prêter un exercice. Si vous deviez attirer le chaland en une phrase, allez 2 phrases maximum pour leur dire vraiment il faut venir découvrir cette exposition, quel serait ce slogan ou cette phrase auquel vous avez peut-être déjà réfléchi? J'avais pas réfléchi à cela, mais je pense qu'on invite ici les personnes à découvrir une autre forme d'habiter le monde. Je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés font face à plusieurs défis et je pense qu'un regard sur d'autres peuples, d'autres cultures peut apporter peut-être un peu de fraîcheur et un peu d'espoir que d'autres formes d'existence sont possibles. Merci beaucoup, Leandro. Merci encore. Merci. Avant de retrouver Denilson Baniwa, l'autre commissaire de cette exposition Amazonia, de passage à Paris en provenance du Brésil, une pause musicale dans cette oreille avec Chacha, jeune artiste de Guyane d'origine amérindienne. Elle commence à se faire connaître en Guyane et au Suriname et a déjà remporté un prix, le Lin d'Or de la musique guyanaise. Voici son tout dernier titre, Amano Tchopama, qu'elle dit chanter pour tous les peuples invisibilisés. Elle qualifie cette chanson de cri et d'appel à la mémoire, à l'unité et au respect. Chacha Amano Tchopama. Lo mono senea, aleku senea, lo mono senea. Wapono bola no la mano chopama. Wapono bola no la mano chopama. Wapono bola no la mano chopama. Yeah, yeah, yeah. Wapono bola no la mano chopama. Après avoir entendu tout à l'heure Leandro Varizon, co-commissaire de l'exposition Amazonia et par ailleurs anthropologue, directeur adjoint du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, quelques mots avec l'autre commissaire, Denilson Baniwa, appelé depuis le Brésil à coordonner cette exposition en ses qualités d'artiste, designer et militant des droits des peuples autochtones brésiliens. Denilson Baniwa, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le co-commissaire de cette exposition Amazonia. Je voudrais savoir, pour commencer, quelle est l'importance pour les peuples autochtones de montrer leur culture. On dirait que c'est plus facile de montrer qui ils sont, ces peuples, à travers une exposition, à travers de la culture, plutôt que dans un discours politique ou dans un discours social pour pouvoir affirmer au monde leur identité. C'est plus facile par une exposition. Bom dia a todos que estão nos escutando. De fato, é uma exposição que busca falar das populações indígenas a partir de suas próprias cherche à parler des peuples autochtones à partir de leur propre voix. Ça, c'est très intéressant pour nous parce que il y a très longtemps que ces cultures sont dites par d'autres gens. Et donc, c'est le moment pour que les peuples autochtones puissent parler de ce qu'ils attendent du monde, de ce qu'ils souhaitent pour leur propre vie. C'est difficile de le faire, mais il est nécessaire de mener cet exercice parce que on ne vit plus de temps où on parle pour l'autre. On les invite plutôt pour qu'elles viennent et qu'ils disent ce qu'ils souhaitent et désirent. On voit beaucoup de tableaux, d'œuvres d'art issus de différents peuples dits autochtones, essentiellement du Brésil, puisqu'on est aussi dans l'année France-Brésil. Mais il est important aussi de rappeler que ces peuples autochtones vivent
dans d'autres lieux. Par exemple, l'Amazonie, c'est aussi la France et c'est aussi la Guyane. Il était important dans cette exposition de rassembler tous les peuples autochtones. Quando se fala de Amazônia, é importante pensar que é lugar que habita il est important de dire qu'il s'agit d'un endroit habité par plusieurs communautés, peuples, y compris des gens en France qui ne savent pas que l'Amazonie est aussi française. La plus grande frontière de la France, c'est avec le Brésil, notamment avec l'Amazonie. Il est important de renforcer ce message ici à Paris. De même, on ne peut pas parler de l'Amazonie sans entendre le peuple de diverses cultures qui parlent portugais, parlent français, parlent anglais, parlent espagnol. Mais l'Amazonie, en fait, c'est un ensemble d'êtres vivants, des personnes, de la flore, de la faune, mais aussi de beaucoup de cultures. Ça va être compliqué de répondre peut-être à cette question, mais comment vous décririez l'art de ces peuples? Chacun a sa spécialité. On est dans la céramique, on est dans la sculpture, on est dans des tableaux, la photographie aussi. Mais qu'est-ce qui relie ensemble ces différentes œuvres d'art de différents peuples? Bom, a realidade é que para muitos desses povos e dessas pessoas, a arte, ela não é desconectada da vida. L'art n'est pas déconnecté de la vie. La vie, c'est une façon constante de faire et refaire et repenser l'art. Donc pour ces personnes, il n'y a pas une différence entre produire de la peinture ou la sculpture ou la céramique. En fait, le contact avec le monde externe engendre un changement dans l'accès à la technologie et aux autres. Donc ici, nous pouvons voir des objets faits à partir des matériaux qui transmettent en fait le même message qu'une peinture ou qu'une photo. C'est-à-dire que la relation entre ces arts, elle est très claire dans la relation que ces gens ont avec leur vie et entre eux. Donc l'art serait presque une invention occidentale en fait. Pour les peuples autochtones, et c'est ce qui les relie peut-être aussi, l'art, c'est vraiment la vie. Acredito que a palavra arte é uma criação ocidental. Le mot art, c'est une création occidentale. La pensée autour de l'art, c'est peut-être occidental, mais le faire, le vivre, le construire, être créatif, la poésie, elle est naturelle au peuple, elle est naturelle à nous aussi. Mais en Occident, nous avons besoin de mots qui décrivent des choses, mais pour les peuples autochtones, on n'a pas besoin de mots, c'est leur propre vie. C'est une exposition qui voyage, puisqu'elle a déjà été présentée ailleurs. Je vais revenir un peu à la première idée. Est-ce que c'est la meilleure manière, là, à l'endroit où nous sommes, ce que nous voyons, est-ce que c'est la meilleure manière de faire exister au monde ces peuples autochtones? Et je vous demande ça avec l'expérience des autres expositions qui ont eu lieu, je crois, à Bruxelles et dans d'autres lieux en Europe et ailleurs. Na verdade, essa exposição está sendo apresentada pela primeira vez aqui, mas algumas C'est la première fois que cette exposition est présentée ici, mais quelques œuvres ont été exposées en Belgique, à Venise. Mais je ne saurais pas vous dire si c'est la meilleure forme de présenter l'exposition. Toutefois, il s'agit d'un exercice de ce que nous pouvons faire et comment on peut améliorer. On espère que cette exposition va inspirer d'autres commissaires et d'autres personnes à repenser leur façon d'exposer. Et donc, notre exercice ici, c'était de faire cet appel pour une discussion et pour demander à ces gens comment ils souhaitaient d'être exposés. Donc c'est un exercice, c'est peut-être pas le meilleur exercice, mais c'est quand même un exercice qu'on a besoin de faire et refaire jusqu'à arriver à quelque chose qui soit respectueux et digne pour ces gens. J'adore l'idée que d'ailleurs dans le titre de l'exposition, il y est marqué création et futur autochtone. J'adore cette idée parce que vous voulez absolument éliminer les stéréotypes et les clichés. Et je trouve que la meilleure manière, c'est de montrer qu'effectivement, ces peuples-là peuvent faire de la photo, font des choses aussi originales que ce que l'on peut voir là, s'ancrent vraiment dans l'art contemporain. Alors la question aussi, du coup, quelle est votre vision à vous du futur de ces peuples autochtones, à la fois de façon large et à la fois sur la question du futur artistique?
Bom, o futuro dessas pessoas depende muito da relação que nós teremos com essas pessoas. Essas vont pessoas só dépendre podem existir de la se relation nós que nous allons também avoir pensamos avec ces gens. qual Ces o gens nosso ne peuvent papel exister com essas que pessoas. si l'on pense A Amazônia, quelle ela relation é on peut avoir defendida avec por ces essas gens. pessoas, Donc l'Amazonie, ela é elle est défendue recriada, par ces criada, personnes, elle est ela créée et ela é recréée par reforçada ces em sua personnes. Elle est cultura, sa mas culture ela est está renforcée. em contato Toutefois, direto com o mundo elle est en exterior. contact direct Então, ela avec tem- le monde sofre extérieur. influências Donc do il y a une exterior. influence, il Então, y a é un preciso impact repensar qui vient depuis como l'extérieur. nós Donc como il parte faut, desse espaço il faut nous também, repenser uma en tant que partie de cet responsabilidade espace. Quelle est la nossa. responsabilité réciproque que nous Do avons? ponto de vista dessas pessoas, De la a perspective de ces Amazônia gens, e essa cultura vai l'Amazonie continuar por muito tempo, et cette mas culture, depende elle va também do mundo persister, elle va exterior exister respeitar très longtemps. esses Mais cela espaços. dépend aussi du monde extérieur qui respecte cet espace. Do ponto de Et vista da par arte rapport contemporânea, à l'art contemporain, vemos começo em ascensão on de voit grandes artistas e de grandes un espaços commencement que d'ascension ocupam des grands esses artistes et des espaces qu'ils Eu não occupent. conseguiria dizer Donc je ne qual o pourrais futuro pas disso. vous dire Então, eu quelle quero sera leur convidar future a artistique. todos, Donc inclusive a je mim, voudrais a observar vous inviter et esse m'inviter momento aussi à observer e ce moment conhecermos juntos et que futuro qu'on será fasse esse. connaissance ensemble, qu'on connaisse ensemble ce futur. Ben écoutez, j'ai hâte. Juste pour nous quitter, en une phrase, est-ce que vous pourriez nous donner envie de venir à cette exposition? Une espèce de slogan pour attirer le plus grand nombre de spectateurs à venir ici. Vous diriez quoi? Uau, isso é muita responsabilidade, porque são muitas culturas e parce qu'ici nous avons tant de cultures, des langues, des choses à voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une Amazonie qu'il faut connaître et que cet espace va provoquer beaucoup de sentiments et d'envie de connaître davantage. Alors je vais me risquer un obrigado. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes e venham à exposição. Merci beaucoup à vous, merci aux auditeurs et venez voir l'expo. Et merci à Mélina Revuelta pour la traduction. Deuxième pause musicale dans l'oreiller hardy tournée vers cette expo parisienne Amazonia, création et futur autochtone. Avec ce chant intitulé Katari, on entend la flûte venue tout droit du peuple Achaninka vivant au Brésil et au Pérou. C'est la plus grande peuplade autochtone d'Amazonie. L'oreille a du goût. L'oreille a du goût, comme nous le rappelle chaque semaine Anne Bonneau. L'interlocutrice qu'elle rencontre cette semaine s'appelle Sarah et ses souvenirs d'enfance l'amènent à évoquer le goût du yaourt. Écoutez, elle va tout vous expliquer. Un yaourt. Depuis qu'ils ont été capturés, on les nourrit seulement avec un yaourt par jour. C'est quand je suis arrivée au collège Les Alizés, là. Je suis venue là et là c'était... Ça m'a marqué aussi, ce collège. C'était comme si on était au restaurant. On passait là avec notre petit plateau. La cantine du collège. Et on n'a jamais dit c'est dégueulasse, nous. Hein? On a toujours dit c'est bon. Et c'était bon. Parce qu'à l'école où j'allais à la Bretagne, c'était une petite école, c'était une petite cantine, quoi. Et là, débarquer en plus. Et moi, quand je suis arrivée, le collège était tout neuf. On s'asseyait. Disons qu'on était dans un grand restaurant de 5 étoiles au moins. Bien, monsieur, et ensuite? Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Un yaourt. Un yaourt. Et puis alors vite, parce que je suis très pressé. Ce sera rapide, monsieur. Non, vous me laissez, monsieur. C'était le grand restaurant luxueux. Parce qu'on ne mangeait pas, nous, de produits laitiers. C'était cher à l'époque. Ah ben, c'était vraiment... Et ma fille, qu'on avait un yaourt, c'était le plus grand restaurant. C'est vrai. Parce qu'on ne connaissait pas, nous, le restaurant. L'oreiller hardy, Patrice et Lydie Kozak.
Merci à Leandro Varizon et à Denilson Baniwa pour leurs éclaircissements sur l'exposition Amazonia, création et futur autochtone. Une expo que nous vous recommandons chaudement à l'Oreiller Hardy. Il y a à voir beaucoup d'objets, beaucoup d'œuvres contemporaines et issues de la tradition, signées de nombreux artistes amérindiens à découvrir. Vous aurez pour cela jusqu'au 18 janvier 2026 pour la voir et pourquoi pas la revoir. Merci à vous, à l'autre bout de l'enceinte, de nous avoir suivis cette semaine encore. Pour revisiter ce podcast, rendez-vous sur lapremière.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez aussi désormais nous retrouver sur YouTube. Les temps ont tendance à nous démontrer que tout va mal, mais il y a toujours une raison d'espérer. D'ici le mieux, n'hésitez pas à mettre un peu de culture et singulièrement celle des Outre-mer dans vos vies. Souquez ferme et restez hardi, moussaillon. À la semaine prochaine.